Je m'appelle Sophie Martin. J'ai 40 ans, je suis célibataire, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à prendre soin des autres, en particulier de mes jeunes frères et sœurs après le décès prématuré de nos parents. Pendant des années, j'ai travaillé dur, économisé chaque euro, et j'ai finalement acheté cette maison, mon premier vrai chez moi. Ce soir était censé être une célébration, ma pendaison de crémaillère, une occasion de recevoir la famille, de rire, de manger et de sentir que les choses étaient enfin normales. Le salon était rempli de bruit, musique, bavardage, tintement de verre. Mon frère, Antoine, s'est approché avec une assiette à la main, souriant plus largement que d'habitude. Il m'a tendu une part de gâteau et a dit « Mange encore un peu, ma sœur. Nous avons préparé ça spécialement pour toi. » Ses yeux restaient fixés sur mes mains, observant chacun de mes mouvements alors que je prenais la fourchette. Quelque chose n'allait pas. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. La façon dont il se penchait, attendant. J'avais déjà vu ce regard, mais jamais tout à fait comme ça. J'ai fait semblant d'ajuster l'ourlet de ma robe, je me suis penché juste assez, d'un mouvement fluide, j'ai échangé mon assiette avec celle de Chloé, ma belle-sœur, juste à côté de moi. Personne n'a remarqué. Ni Antoine, ni les autres. Seule Chloé a jeté un coup d'œil pendant une demi-seconde, mais elle n'a rien dit. J'ai pris une petite bouchée de ma nouvelle assiette. Rien, juste un gâteau normal. Quelques minutes plus tard, Chloé a pris une bouchée du gâteau de l'assiette que je lui avais donnée. Cela a commencé doucement. Sa main a tremblé, la fourchette vibrant contre l'assiette. Puis son visage est devenu pâle. Elle a pressé une main sur son estomac, a dégluti difficilement et a marmonné quelque chose qui est sorti de manière pâteuse et incohérente. Elle a regardé autour d'elle, confuse, puis s'est lentement affaissée sur la chaise la plus proche, respirant rapidement, les yeux grands ouverts comme si elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son corps. Antoine s'est figé. Le silence s'est fait dans la pièce. Les gens se sont précipités, lui demandant si elle allait bien. Il s'est agenouillé à côté d'elle, la voix tendue. « Chloé, Chloé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a essayé de répondre mais n'a réussi à produire qu'un son faible et confus. En quelques minutes, il l'aidait à se diriger vers la porte, disant qu'elle avait dû manger quelque chose de mauvais et qu'il devait rentrer chez eux. La fête s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Tout le monde est parti en chuchotant avec inquiétude. Je suis resté sur le seuil de la porte, regardant leur voiture disparaître au bout de la rue, tenant toujours l'assiette dans ma main. Si vous voulez savoir ce que j'ai découvert en commençant à assembler les pièces du puzzle, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications dès maintenant. Vous ne croirez pas ce qui va suivre. Après que la dernière voiture fut partie et que la rue fut retombée dans le silence, je suis retourné dans la maison et j'ai fermé la porte derrière moi. Le bruit de la fête a disparu si soudainement que cela m'a laissé un bourdonnement dans les oreilles. Je suis allé directement à la cuisine, j'ai posé la pile d'assiettes que j'avais rassemblées et j'ai commencé à les rincer sous l'eau chaude. La routine m'a aidé, donnant quelque chose à faire à mes mains pendant que mon esprit tournait à plein régime. La réaction de Chloé ne cessait de se rejouer dans ma tête, le tremblement soudain de ses mains, la façon dont elle se tenait le ventre, les mots pâteux qui se sont à peine formés avant qu'elle ne s'effondre sur une chaise. Ce n'était pas un évanouissement. Ce n'était pas un vomissement spectaculaire ou un effondrement complet. C'était juste assez pour que tout le monde s'arrête et regarde. Juste assez pour mettre fin à la soirée plus tôt. Antoine l'avait immédiatement aidé à se relever, la voix tendue d'inquiétude, disant qu'elle avait dû manger quelque chose qui ne lui convenait pas. Personne ne l'a remis en question. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai séché un verre et l'ai placé sur l'égouttoir. Mes pensées sont revenues aux mois qui ont précédé ce soir. Antoine m'avait posé des questions sur mon médecin plus souvent. Pas des questions anodines, mais des questions très spécifiques. Fais-tu des contrôles réguliers? Le médecin a-t-il dit quelque chose à propos de ta tension artérielle ou de ton stress? J'avais répondu sans réfléchir que tout allait bien. C'était mon petit frère. Cela ressemblait à de la tension. Puis je me suis souvenu d'un après-midi au printemps dernier. Il était venu seul, s'était assis à cette même table de cuisine, avait regardé les pièces vides et avait dit doucement « Tu vis toute seule comme ça? Si jamais tu es trop fatigué, je peux t'aider à tout gérer pour toi. Les finances, la paperasse, tout ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. » Son ton avait été doux, presque protecteur. Je me souviens avoir souri et changé de sujet.
Cela ressemblait au garçon que j'avais élevé après la mort de nos parents, responsable et attentionné. Mais ce soir, ces mêmes mots semblaient plus lourds. Aider à tout gérer. L'expression est restée gravée dans mon esprit. J'ai fini d'essuyer le comptoir et je suis entré dans le petit bureau à côté du salon. Le classeur était contre le mur, inchangé depuis que j'avais commencé à travailler à plein temps à 20 ans. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai commencé à parcourir les dossiers. Je me disais que je vérifiais juste les documents de la maison, quelque chose d'ordinaire pour calmer mes nerfs. J'avais besoin de voir l'acte de propriété, la preuve du remboursement de l'hypothèque, la preuve que cet endroit m'appartenait vraiment. Mes doigts se sont arrêtés sur un mince dossier sans étiquette, à l'exception de ma propre écriture dans le coin, procuration Antoine. Je l'ai sorti. Le document était daté de 3 ans plus tôt. Une procuration durable. Je me suis souvenu du jour où il l'avait apporté. Il avait dit que la banque recommandait à tout le monde d'en avoir une, au cas où. J'avais été épuisé après une longue semaine, je lui faisais entièrement confiance et j'avais signé là où la note adhésive l'indiquait. Je n'avais pas lu les petits caractères. Maintenant, je le faisais. Le langage était précis et impitoyable. Si un médecin déclarait un jour que j'étais incapable de gérer mes propres affaires, médicales ou financières, Antoine obtiendrait un contrôle immédiat et total sur mes comptes bancaires, mes investissements, mes biens, mes décisions médicales et même sur mon lieu de résidence. Sans date d'expiration. Aucune deuxième opinion requise. Une seule note de médecin suffirait. Ma poitrine s'est serrée. Pas de la panique, de la reconnaissance. J'ai posé le dossier sur le bureau et je me suis assise. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge murale. J'ai repensé aux mains tremblantes de Chloé, aux yeux d'Antoine fixés sur mon assiette, à la rapidité avec laquelle il l'avait fait sortir. Il ne s'attendait pas à ce que j'échange les assiettes. C'était clair. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la rue sombre. Demain, j'appellerai Maître Dubois, l'avocat qui s'était occupé de l'achat de ma maison. J'avais besoin de vraies réponses, pas de suppositions. Pour la première fois depuis que j'avais acheté cette maison, je ne la sentais pas seulement comme un foyer. Je la sentais comme quelque chose que je devais protéger. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les nouvelles fenêtres de la chambre, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Maître Dubois. Maître Dubois était l'avocat qui s'était occupé de la clôture de la vente lorsque j'avais acheté la maison 6 mois plus tôt. Il était calme, minutieux et ne me pressait jamais dans ses explications. Quand il a répondu, j'ai gardé une voix stable. Maître Dubois, c'est Sophie Martin. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui si possible. J'ai trouvé quelque chose dans mes dossiers hier soir. Il n'a pas posé de questions inutiles. Venez à 10 heures. Je vais libérer l'heure pour vous. Je suis arrivé en avance. Le bureau sentait légèrement le café et le papier frais. Maître Dubois m'a accueilli à la porte, ses cheveux argentés soigneusement peignés, ses lunettes bien posées sur son nez. Il m'a conduite dans la salle de conférence et a fermé la porte. J'ai placé le dossier en manie sur la table. C'est une procuration qu'Antoine m'a fait signer il y a 3 ans. Il a dit que c'était standard au cas où je serais stressé par le travail. Je ne l'ai pas lu attentivement. Maître Dubois a ouvert le dossier et a parcouru les pages lentement. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu un léger resserrement autour de ses yeux. Il a ajusté ses lunettes 2 fois. C'est une procuration générale durable, a-t-il finalement dit. Elle donne à Antoine un contrôle immédiat sur vos finances, vos biens, vos décisions médicales et même sur votre lieu de résidence si un médecin détermine que vous manquez de capacité. Il n'y a aucune garantie, aucune approbation du tribunal requise, aucune deuxième opinion. Une seule note de médecin l'activerait. J'ai senti l'air quitter la pièce. Je l'ai signé parce que c'est mon frère. Il a dit que c'était pour me protéger. Maître Dubois a hoché la tête une fois. Beaucoup de gens signent des documents comme celui-ci en pensant exactement cela. Mais malheureusement, cela n'offre pas de protection. Cela offre le contrôle. Si quelqu'un voulait l'utiliser contre vous, il le pourrait absolument. J'ai regardé la signature sur la dernière page, ma propre écriture légèrement hâtive, légèrement inclinée. Je me suis souvenu du jour où Antoine s'était assis en face de moi à la table de la cuisine, faisant glisser les papiers vers moi avec un sourire rassurant. Signe juste ici, ma sœur. Ce n'est rien d'important.
Maintenant, ce souvenir me semblait calculé. Maître Dubois a fermé le dossier. Vous sentez-vous incapable de gérer votre propre vie en ce moment? J'ai rencontré son regard. Je suis venu ici en voiture par moi-même. J'ai équilibré mes comptes bancaires hier. J'ai acheté cette maison il y a 6 mois sans l'aide de personne. J'ai 40 ans et je gère mes propres finances depuis l'âge de 20 ans. Un petit sourire a traversé son visage. Alors nous pouvons révoquer cela aujourd'hui. Je vais rédiger la révocation immédiatement. Nous pouvons également discuter de la création d'une nouvelle procuration pour quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance ou d'une fiducie entre vifs pour protéger vos actifs à l'avenir. Je n'ai pas hésité. Révoquez-la. Et je veux que Diane soit nommée comme ma successeur si jamais il m'arrive quelque chose. Pas Antoine. Maître Dubois a pris une note. Compris. Nous la rendrons spécifique et à toute épreuve. Nous avons passé les 40 minutes suivantes à examiner chaque ligne. Il l'a lue à voix haute, s'est arrêté pour mes questions et m'a laissé la relire moi-même. Il n'y a pas eu de précipitation. Quand j'ai signé la révocation, ma main était ferme. Au moment où j'ai quitté le bureau, le soleil était haut. Je me sentais plus légère, mais une prise de conscience froide restait dans ma poitrine. Antoine ne s'était pas contenté de proposer son aide. Il avait construit un moyen de tout prendre s'il décidait un jour que j'étais incapable. J'ai conduit lentement vers la maison, les fenêtres baissées, laissant l'air me vider la tête. De l'extérieur, la maison avait l'air la même, calme, solide, la mienne. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assise un moment. Le dossier reposait sur le siège passager. Je l'ai pris, je l'ai transporté à l'intérieur et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Prochaine étape, la banque. J'avais besoin de voir exactement ce qu'Antoine avait déjà touché. Quelques jours seulement après avoir rencontré Maître Dubois, je suis entré dans la banque avec la nouvelle pile de papier dans mon sac. Le hall était calme en milieu de matinée. Madame Durand était à son bureau près du fond, la même banquière qui m'avait aidé à ouvrir le compte lorsque j'avais déplacé les fonds après la clôture de la vente de la maison. Elle a levé les yeux à mon approche et a souri professionnellement. « Madame Martin, ravi de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je me suis assise et j'ai placé le document de révocation et une copie imprimée de l'ancienne procuration sur le bureau. J'ai besoin d'un examen complet de l'activité de mon compte pour les 3 dernières années, et je dois annuler toutes les autorisations liées à cette procuration. L'expression de Madame Durand est passée de polie à concentrée. Elle a affiché mon compte sur son écran, a tapé rapidement, puis s'est arrêtée. Ses yeux ont balayé les lignes. Je vois la procuration durable enregistrée il y a 3 ans, accordée à Antoine Martin. Elle est toujours active dans notre système. Ce document a été révoqué, ai-je dit. Voici la révocation signée de mon avocat. Avec effet immédiat. Elle a pris les papiers, a lu attentivement la révocation, puis a hoché la tête. Compris. Je vais mettre à jour le système tout de suite, mais avant de le faire, laissez-moi extraire l'historique pour que vous puissiez voir ce qui a été traité sous cette autorité. Elle a cliqué sur plusieurs écrans. J'ai observé son visage tandis que des chiffres et des dates défilaient. Après 1 minute, elle s'est légèrement penchée en arrière. Depuis que la procuration a été accordée, il y a eu des virements automatiques mensuels réguliers vers un compte externe au nom d'Antoine Martin, catégorisé comme soutien familial. Le montant a légèrement varié, mais il s'élève en moyenne à plusieurs milliers d'euros chaque mois. Ma mâchoire s'est crispée. Plusieurs milliers? Oui. Et il y a des retraits uniques supplémentaires. Certains étiquetés comme avance de fonds d'urgence, d'autres comme des virements pour des achats, des frais de magasin de meubles, des paiements par carte de crédit, quelques virements de consolidation de dettes. Tous autorisés sous la signature de la procuration. J'ai senti une lente brûlure monter dans ma poitrine. Je n'ai jamais approuvé aucun de ces virements. Je n'ai même jamais su qu'ils existaient. Madame Durand a rencontré mon regard. Ils ont été traités comme valides en vertu du document de procuration que nous avions dans nos dossiers. La signature correspondait à celle enregistrée. J'ai pris une profonde inspiration. Annuler toutes les autorisations liées à Antoine Martin. Plus de virements automatiques. Pas de changement par téléphone ou en ligne. Uniquement une vérification en personne avec ma présence. Elle a hoché la tête sans hésitation. Je peux le faire immédiatement.
Je vais également signaler le compte pour une sécurité renforcée, pièce d'identité avec photo requise pour toute modification future, même avec des tentatives de procuration. Et je vais générer un relevé complet pour les 36 derniers mois afin que vous ayez la documentation. Pendant qu'elle imprimait la pile, je fixais les chiffres sur son écran. Des milliers d'euros. De l'argent que j'avais gagné au fil de décennies de longues heures de travail et d'économie prudente. De l'argent que j'avais utilisé pour aider Antoine quand il en avait besoin, réparation de voiture, à compte, prêt à court terme qu'il promettait toujours de rembourser. Je n'avais jamais remis en question les montants parce que je croyais que la famille s'entraidait. Maintenant, je voyais le schéma. L'aide n'avait été que dans un sens. Madame Durand m'a remis les relevés imprimés dans un dossier. Tout est mis à jour. Personne ne peut accéder ou modifier quoi que ce soit sans votre présence directe et votre pièce d'identité. Si vous avez besoin de geler complètement le compte, nous pouvons le faire aussi. Pas encore, ai-je dit. Mais merci, Madame Durand. Cela m'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Elle m'a fait un petit signe de tête compréhensif. J'ai déjà vu des situations comme celle-ci. C'est bien que vous l'ayez découvert tôt. J'ai quitté la banque avec le dossier sous le bras. Le soleil brillait dehors, mais la clarté froide en moi ne s'était pas estompée. Antoine n'avait pas seulement préparé un filet de sécurité pour moi. Il avait construit un pont vers toutes les économies de ma vie. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise 1 minute, les clés à la main. Le prochain appel serait pour Diane. Elle devait savoir ce qui se passait, et j'avais besoin de savoir si elle avait vu ou entendu autre chose. Environ 2 semaines après ma visite à la banque, Diane s'est présentée à ma porte avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis son adolescence, brute, presque effrayée. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Diane est entrée sans un mot, portant toujours son manteau, les mains enfoncées profondément dans ses poches. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle a fait les 100 pas une fois dans le salon, puis s'est arrêtée devant la fenêtre, regardant le jardin comme si elle essayait de trouver le bon endroit pour commencer. Ma sœur, a-t-elle finalement dit, la voix basse. Je suis allé voir Antoine et Chloé le week-end dernier. Je ne voulais pas y aller, mais je pensais que je devais en être sûr. J'avais besoin de savoir si j'imaginais juste des choses. J'ai fait un geste vers le canapé. Diane s'est assise sur le bord, les genoux serrés, son téléphone déjà à la main. J'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit. Je ne voulais pas l'enregistrer. Mais quand je les ai entendus parler dans la cuisine, je ne pouvais tout simplement pas partir. Elle a déverrouillé l'écran et m'a tendu le téléphone. Regarde quand tu seras prête. Mais ma sœur, je suis désolé de devoir te montrer ça. J'ai pris le téléphone. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton de lecture. Pendant un instant, j'ai failli le lui rendre. Une partie de moi ne voulait pas savoir. Une autre partie de moi savait déjà. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo a commencé en tremblant. Diane devait avoir calé le téléphone contre un vase ou quelque chose dans le couloir. La porte de la cuisine était légèrement ouverte, laissant filtrer la lumière. Antoine tournait le dos à la caméra, les manches retroussées, appuyé contre le comptoir. Chloé se tenait en face de lui, les bras croisés, la voix tendue. Antoine. Elle a échangé les assiettes. Chloé a eu la dose à sa place. C'est pour ça qu'elle est tombée malade là, à la fête. Chloé, je ne me sens toujours pas bien. Mais ce n'était pas censé être moi. La dose était seulement destinée à la faire paraître instable. Juste assez longtemps pour faire intervenir les services de l'aide sociale aux adultes. Une mauvaise nuit, une note de médecin, et la procuration entre en vigueur. Antoine, nous étions si proches. Mais maintenant, elle commence à se poser des questions. Si les services de l'aide sociale se présentent maintenant, ils verront qu'elle va bien. Nous avons besoin d'un autre moyen. Quelque chose de plus lent. Elle ne peut pas continuer à vivre seule pour toujours. Chloé, elle fait plus confiance à Diane qu'à nous. Peut-être que nous pouvons utiliser ça. Faire en sorte que Diane la convainque de signer quelque chose de nouveau. Antoine, non. Diane est trop loyale. Nous devons être prudents, mais nous n'arrêtons pas. La maison, les économies, c'est à nous. Elle a eu sa part. Le son s'est coupé alors que des bruits de pas se rapprochaient. La vidéo s'est terminée.
J'ai fixé l'image figée, le visage d'Antoine pris en pleine phrase, l'expression de Chloé froide et impatiente. Mes mains tremblaient si fort que le téléphone a un peu glissé. Je l'ai posé sur la table basse comme s'il était brûlant. Diane m'a observé attentivement. Ma sœur, je ne sais pas quoi dire. Je sais juste que je ne pouvais pas les laisser te faire ça. J'ai levé les yeux vers elle, la gorge serrée. Pourquoi l'as-tu enregistré? Parce que je les observe depuis des mois, a dit Diane. Après la fête, quand Chloé est tombée malade si vite, j'ai commencé à remarquer des choses. Antoine qui posait des questions sur tes rendez-vous chez le médecin. Chloé qui parlait de la maison comme si elle leur appartenait déjà. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas, elle a dégluti. Tu te souviens quand j'étais petite? Tu faisais 2 boulots pour m'acheter des livres et des vêtements pour que je puisse aller à l'université sans me soucier de l'argent. Tu dormais sur le canapé pour que je puisse avoir la chambre. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu voulais juste que j'aie une vie meilleure que la tienne. Sa voix s'est brisée. Antoine est différent. Il a toujours pensé que tu lui devais quelque chose parce que tu es la sœur aînée. Parce que tu avais plus. Mais je ne le vois pas comme ça. Je vois comment tu as sacrifié ta jeunesse. Je ne peux pas rester là et le regarder prendre tout ce que tu as travaillé si dur à construire. J'ai fermé les yeux. Les souvenirs ont afflué. Diane a 10 ans, me serrant dans ses bras après une longue journée de travail, disant « Tu es la meilleure personne que je connaisse ». Antoine a 15 ans, demandant de l'argent pour un nouveau vélo, promettant de le rembourser un jour. Je les avais crus. Maintenant, cette croyance avait disparu. J'ai ouvert les yeux. Merci, Diane, de ne pas t'être détournée. D'avoir choisi de te tenir à mes côtés. Elle a tendu la main et a pris la mienne, la serrant fermement. Je n'ai pas choisi. J'ai juste fait ce qui était juste. Tu es ma vraie famille, pas Antoine et Chloé. J'ai serré sa main en retour. Le tremblement avait disparu, remplacé par quelque chose de plus vif, la résolution. Je vais envoyer cette vidéo à Maître Dubois, ai-je dit. Il saura quoi faire. Et je vais te protéger aussi. Cette maison, les économies, tu mérites de savoir qu'elles seront en sécurité avec quelqu'un qui les apprécie vraiment. Diane a hoché la tête, les larmes aux yeux, mais sans hésitation dans sa voix. Je n'ai besoin de rien. J'ai juste besoin que tu sois en sécurité. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le téléphone reposait entre nous comme une arme chargée, silencieuse mais prête. Pour la première fois depuis la pendaison de crémaillère, je ne me sentais pas seul dans ce combat. J'avais une preuve. J'avais Diane. Et j'avais la vérité sur qui était vraiment ma famille. Un après-midi de fin de week-end, j'ai vu la voiture d'Antoine s'arrêter devant ma maison. J'ai observé depuis la fenêtre du salon alors qu'il se garait de travers, le moteur tournant encore quelques secondes avant de s'éteindre. Chloé est sortie la première, claquant la portière passager plus fort que nécessaire. Antoine a suivi, jetant un coup d'œil autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un regarde. Ils ont remonté l'allée ensemble, leurs visages forcés dans un calme apparent, tandis que leurs épaules restaient raides d'intention. La sonnette a retenti 2 fois, de manière sèche et impatiente. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai ouvert la porte juste assez pour me tenir sur le seuil. Je ne me suis pas écarté. Je n'ai pas souri. Antoine a parlé le premier, sa voix trop douce. « Salut ma sœur, nous étions dans le coin. On s'est dit qu'on passerait voir comment tu vas. » Chloé a forcé un sourire crispé à côté de lui. « Oui, ça fait un moment. Tu nous as manqué. » Je les ai regardés tous les deux. Les mains d'Antoine étaient enfoncées dans ses poches, ses épaules tendues comme un fil de fer enroulé. Les yeux de Chloé ont balayé la maison derrière moi, cherchant, peut-être pour voir si j'étais seul, peut-être un signe de faiblesse. « Je vais bien », ai-je dit d'un ton égal. « Mais je ne vous laisse pas entrer. » Le sourire d'Antoine a vacillé une fraction de seconde. « Allez, ma sœur. Nous sommes de la famille. On ne peut pas juste parler ? » J'ai gardé ma voix calme. J'ai déjà assez parlé. J'ai révoqué la procuration. J'ai annulé tous les virements et autorisations liés à toi. Et j'ai la preuve de ce que vous prépariez. Le visage de Chloé a changé instantanément. Ses yeux se sont rétrécis.
Ses lèvres se sont pressées en une fine ligne, ses joues rougissant. Une preuve? Quelle preuve? Tu inventes des choses. Antoine a fait un demi-pas en avant, les épaules relevées. Écoute, ma sœur. Quoi que tu penses savoir, c'est un malentendu. Nous étions juste inquiets pour toi. Je n'ai pas bougé. La vidéo ne ment pas. J'ai entendu chaque mot. Juste assez longtemps pour faire intervenir les services de l'aide sociale aux adultes. Elle ne peut pas continuer à vivre seule pour toujours. Vous n'étiez pas inquiet. Vous projetiez de me faire passer pour incompétente afin de pouvoir tout prendre. La voix de Chloé s'est élevée, presque un cri. C'est ridicule. Tu ne peux pas nous accuser comme ça. Nous sommes ta famille. Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que nous. La sœur aînée parfaite qui a tout sacrifié. Et maintenant tu nous coupes les ponts après tout ce que nous avons traversé. Ces mots m'ont piqué, mais pas de la manière dont elle l'entendait. Les années de double journée de travail, les nuits où je me suis privé pour qu'ils puissent avoir plus, tout cela est revenu en mémoire. Mais la douleur était différente maintenant. Plus vive, plus claire. Plus aucune culpabilité. Seulement de la clarté. Je vous ai donné tout ce que je pouvais, ai-je dit doucement. Et vous l'avez utilisé pour construire un piège. Cela se termine aujourd'hui. La mâchoire d'Antoine s'est crispée si fort que j'ai vu le muscle tressaillir. Il a jeté un coup d'œil à Chloé, puis à moi, sa voix basse est teintée de menace. Tu es paranoïaque. Tu penses que tu peux simplement nous mettre à la porte? Nous allons nous battre. Nous dirons à tout le monde que tu perds la tête. Personne ne croira une femme seule plutôt que son propre frère. Tu le regretteras. Chloé s'est approchée, le visage rouge vif, son doigt pointé en l'air. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. Nous nous assurons que tout le monde sache à quel point tu es ingrate. Comment tu as abandonné ta famille quand nous avions besoin de toi? J'ai rencontré leur regard sans sourciller. La colère qui émanait d'eux semblait presque physique, mais elle ne m'atteignait plus. Il n'y a plus rien à régler, ai-je dit. Ne revenez plus jamais ici. Chloé a ouvert la bouche pour crier autre chose, le visage tordu de rage, mais Antoine lui a attrapé le bras et l'a tiré en arrière. Allons-y, a-t-il marmonné entre ses dents. Elle n'écoute pas, ils se sont retournés et ont descendu l'allée. Chloé a regardé en arrière une fois, ses yeux brûlants de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Antoine n'a pas regardé en arrière du tout. Ses épaules étaient rigides, ses pas lourds d'une défaite qu'il refusait de montrer. J'ai lentement fermé la porte. Le clic de la serrure a sonné final, net et délibéré. Je suis resté dans le couloir, écoutant leur voiture démarrer et s'éloigner. Mon cœur battait la chamade, mais ma respiration restait régulière. Pas de larmes, pas de tremblement, juste une certitude tranquille. J'avais dit ce qui devait être dit. J'avais fermé la porte sur eux, littéralement et complètement. Pour la première fois depuis des années, la maison me semblait à nouveau sûre. Juste après avoir coupé tous les liens qu'Antoine avait avec mes comptes, une femme que je ne connaissais pas a frappé à ma porte. C'était un mardi après-midi. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une femme d'une trentaine d'années, blazer sombre, porte-bloc à la main, cordon avec un badge de l'État. Professionnel, calme, officiel. J'ai ouvert la porte. Puis-je vous aider? Madame Sophie Martin? Je suis Valérie Garnier des services de l'aide sociale aux adultes. Nous avons reçu un signalement concernant votre bien-être. Puis-je entrer pour une rapide vérification de bien-être? Je me suis écarté. Bien sûr, entrez s'il vous plaît. Elle est entrée, jetant un coup d'œil alentour avec une neutralité polie. Je l'ai conduite à la table de la cuisine et lui ai offert du thé. Elle a accepté de la camomille, nature, sans sucre. J'ai versé 2 tasses et me suis assise en face d'elle. Valérie a posé son porte-bloc. Je vais être direct. Le signalement provient d'un membre de la famille. Il a soulevé des inquiétudes concernant une autonégligence, une possible confusion, des difficultés à gérer la vie quotidienne et des conditions de vie dangereuses. Mon rôle est d'évaluer s'il y a un risque immédiat et si des services de soutien sont nécessaires. J'ai hoché la tête. Je comprends. Demandez ce que vous avez besoin de demander. Elle a commencé par des questions de routine,
comment je passais mes journées, si je prenais des médicaments, comment je gérais mes factures et mes rendez-vous, avec qui je parlais régulièrement, comment je me déplaçais en ville. J'ai répondu à chaque question clairement et complètement. Je conduisais partout. Je payais mes factures à temps, j'équilibrais mes comptes chaque mois. J'étais bénévole à la bibliothèque municipale 2 fois par semaine. Je cuisinais, je nettoyais, je gérais tout moi-même. Pas de repas manqués, pas de confusion, pas d'isolement. Valérie prenait des notes sans m'interrompre. Après environ 20 minutes, elle s'est légèrement penchée en arrière. Tout ce que vous avez décrit correspond à une personne entièrement indépendante et capable, mais le signalement était détaillé. Ils ont mentionné une vulnérabilité financière et un possible déclin cognitif. J'ai attrapé le dossier que j'avais préparé sur le comptoir la veille. J'avais anticipé cela. Voici la documentation qui répond directement au signalement. Elle a pris le dossier et l'a ouvert méthodiquement. Je l'ai regardé parcourir les pages. D'abord, la révocation notariée de la procuration, signée et datée de quelques jours seulement. Ensuite, les relevés bancaires montrant 3 ans de virements automatiques mensuels non autorisés et de retraits uniques sous l'autorité d'Antoine. Enfin, la clé USB étiquetée, conversation, Antoine et Chloé Martin. Valérie a branché la clé USB sur sa tablette. Elle a mis des écouteurs, a appuyé sur lecture et a regardé le court clip en silence. Son expression est restée professionnelle, mais j'ai vu ses sourcils se lever légèrement à mi-parcours. Quand la vidéo s'est terminée, elle a retiré les écouteurs et m'a regardé. C'est une preuve substantielle, a-t-elle dit doucement. Exploitation financière sur une période prolongée, plus un plan apparent pour saper votre capacité à déclencher un contrôle légal. Le moment du signalement, immédiatement après que vous ayez révoqué l'accès, suggère des représailles. J'ai hoché la tête une fois. Exactement. Valérie a fermé le dossier. J'ai traité de nombreux cas impliquant des conflits familiaux sur des actifs. La plupart n'incluent pas ce niveau de préparation. Vos dossiers financiers sont méticuleux. Vos réponses aujourd'hui sont cohérentes et logiques. Il n'y a aucune indication d'autonégligence, de déficience cognitive ou de conditions dangereuses. En fait, je dirais que vous vous en sortez exceptionnellement bien compte tenu des circonstances. Elle s'est levée et a rassemblé ses affaires. Je vais classer ce cas comme non fondé. Je documenterai les préoccupations d'exploitation et je transmettrai l'affaire à l'unité d'enquête appropriée. Si vous subissez d'autres tentatives de contact ou des signalements supplémentaires, appelez-moi directement. Voici ma ligne directe. J'ai pris la carte. Merci, Valérie. J'apprécie que vous soyez venu personnali. Elle s'est arrêtée à la porte. Pour ce que ça vaut, j'ai vu des frères et sœurs adultes essayer de prendre le contrôle de nombreuses fois. Cela réussit rarement lorsque la personne ciblée est aussi organisée et résolue que vous. Continuez à vous protéger, Madame Martin. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture et s'éloigner. La rue est revenue à son calme habituel. Je suis retourné à la cuisine, j'ai pris le dossier et je l'ai reposé sur le comptoir. La clé USB était toujours dans mon ordinateur portable. Je l'ai éjectée et je l'ai rangée avec les autres documents. La dernière manœuvre d'Antoine, appeler une autorité extérieure pour me faire pression, avait complètement échoué. Cela n'avait fait que renforcer ma position. J'ai préparé une nouvelle tasse de thé et je me suis assise à la table, regardant le jardin. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur la pelouse. Je ne me sentais plus traqué. Je me sentais en sécurité. Le temps a passé, et j'ai commencé à voir tout plus clairement que jamais. Quelques semaines après que Valérie eut classé l'affaire, je suis retourné au bureau de Maître Dubois. La révocation de la procuration avait sécurisé mes comptes, mais je voulais quelque chose d'incassable. Maître Dubois a mis en place une fiducie entre vifs révocable pour moi. J'y ai transféré la maison, mes comptes d'investissement et la plupart de mes économies. Diane a été nommée bénéficiaire principale avec des dispositions claires pour couvrir les impôts fonciers, l'entretien et l'assurance pour les 25 prochaines années. Quand je l'ai dit à Diane au dîner, elle a posé sa fourchette et m'a regardé un long moment. « Ma sœur, je n'ai besoin de rien », a-t-elle dit doucement. « Je veux juste que tu aies la paix. » J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. « Je sais. Mais cette maison contient les bons souvenirs, ceux que nous avons créés quand tu étais petite, quand je te lisais des histoires après de longues journées de travail.
Je veux qu'elle reste avec quelqu'un qui l'apprécie pour plus que de l'argent. Je veux qu'elle soit à toi. Les yeux de Diane se sont remplis de larmes, mais elle a souri. Je promets que je la garderai comme un vrai souvenir, pas comme un actif, mais comme l'endroit où nous étions autrefois une famille. J'ai signé les dernières pages la semaine suivante. Maître Dubois a lu chaque ligne à voix haute, puis m'a regardé signer. Quand l'encre a séché, il a fait glisser le dossier sur le bureau. Vous avez construit un bouclier autour de votre avenir, a-t-il dit. Peu de gens le font aussi minutieusement. J'ai quitté son bureau avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les conséquences pour Antoine se sont déroulées de manière constante et sans pitié. Sans les virements mensuels, ses finances se sont effondrées. La maison dans laquelle lui et Chloé vivaient, achetée avec mes économies, avait une hypothèque qu'il ne pouvait plus payer. Des avis sont arrivés, puis des lettres de mise en demeure, puis des procédures de saisie. 8 mois plus tard, Chloé l'a quitté. Elle a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables et une pression financière écrasante. Antoine a emménagé dans un petit appartement en location en périphérie de la ville. Seul, il a perdu le contrôle de mes actifs. Il a perdu le soutien financier dont il était devenu dépendant. Il a perdu le respect de ceux qui restaient de notre famille. Il a perdu son mariage. Tout cela parce que sa cupidité l'a poussé à prendre ce qui n'était jamais à lui. Diane a coupé tout contact. Elle a changé de numéro et l'a bloqué sur toutes les plateformes. À la place, elle me rendait visite tous les week-ends, apportant des fleurs fraîches pour la table, aidant à tailler le jardin, parlant de son nouveau travail en design graphique. Elle construisait quelque chose de solide, d'indépendant, de stable, de reconnaissant. Elle ne demandait jamais rien. Elle se présentait simplement. Quant à moi, j'ai commencé à vivre. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre socio-culturel le jeudi soir. Le professeur était patient. Les autres élèves étaient gentils et calmes. J'ai peint le vieux chêne de mon jardin, celui qui était là depuis des décennies. Sur la toile, ses branches paraissaient plus fortes et plus gracieuses. J'ai augmenté mes heures à la bibliothèque municipale, lisant des livres d'images aux enfants le samedi matin, aidant aux ateliers de bricolage l'après-midi. Je me suis fait des amis qui ne me connaissaient que comme Sophie, la femme qui apportait toujours des biscuits supplémentaires à partager. La maison semblait différente maintenant, plus légère, plus chaleureuse. La mienne d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Un soir, alors que j'étais assise sur le porche avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil teinter le ciel de rose et d'or, j'ai pensé au parcours, la fête, l'assiette échangée, la vidéo, la confrontation, la visite des services de l'aide sociale, la fiducie. Et Antoine. Je l'avais élevé. Je l'avais aimé comme un fils. Je lui avais donné des chances que je ne m'étais jamais données. Et il avait utilisé chacune d'entre elles pour me prendre quelque chose. Mais sa cupidité a fait ce que je n'aurais jamais pu prédire, elle l'a détruit. Il a perdu le contrôle. Il a perdu l'argent dont il dépendait. Il a perdu le respect de ceux qui restaient de notre famille. Il a perdu son mariage. Tout cela parce qu'il ne pouvait s'arrêter de chercher à avoir plus que ce qu'il avait mérité. Je ne ressentais pas de pitié. Je ressentais de la paix. J'avais sacrifié ma jeunesse pour élever Antoine et Diane. J'ai travaillé des heures interminables, j'ai renoncé à des rêves et j'ai mis leur avenir avant le mien. Mais le sacrifice ne signifie pas la reddition. Cela ne signifie pas laisser quelqu'un prendre votre vie simplement parce que vous lui avez un jour donné votre cœur. La vraie famille n'exploite pas. La vraie famille respecte. La vraie famille protège. Je me suis levé et je suis entré. La maison était calme, chaleureuse et sûre. J'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Demain, je me réveillerai, je ferai du café, j'ouvrirai les fenêtres et je vivrai la journée selon mes propres termes. Je suis Sophie Martin. J'ai construit cette vie. Je l'ai défendue. Et maintenant, elle m'appartient. La valeur que cette histoire vous apporte. Le sacrifice a des limites. Vous pouvez tout donner à votre famille, mais cela ne leur donne pas le droit de prendre votre vie en retour. Les limites ne sont pas une trahison, elles sont le respect de soi. La cupidité détruit les cupides. Le désir incontrôlé d'Antoine lui a tout coûté, le pouvoir, l'argent, la réputation et le mariage. L'ambition sans intégrité mène à l'autodestruction.
La famille est choisie, non héritée. Les liens du sang ne garantissent pas la loyauté. Diane a prouvé que la vraie famille se tient à vos côtés, vous protège et honore ce que vous avez construit. Protégez-vous tôt. N'attendez pas la trahison pour agir. Documentez tout. Demandez des conseils juridiques. Révoquez l'accès lorsque la confiance est rompue. Votre paix vaut plus que n'importe quelle relation. La liberté vient de la détermination. Couper les liens toxiques n'est pas un échec. C'est une victoire. C'est ainsi que vous reprenez votre vie en main et que vous faites de la place pour l'amour et la croissance authentique. Vivez délibérément. Protégez ce qui compte et ne vous excusez jamais de vous choisir.